Donc maintenant, on va avoir la chance de croiser un regard de l'écosystème start-up. Alors j'invite Paul Sauquet, directeur associé, et Lobna Kaleja, DRH de School-Lab. Alors School-Lab, ça a été une belle découverte pour moi, parce que School-Lab, c'est vraiment un centre d'open innovation, un créateur de projets d'innovation qui rassemble des startups, des grands groupes, des étudiants, des chercheurs, des experts. Et on s'est vu avec Paul il y a 1 an ou 2 sur une conférence Management des Millennials, où il m'avait raconté finalement comment se passait l'expérience Millennials, parce que majoritairement chez School-Lab, il y a des Millennials. Et là, je trouvais intéressant de croiser ce regard de votre univers. Finalement, quand on est dans cet univers start-up, on pourrait croire qu'on n'a pas besoin de se transformer au niveau du management. Alors, on va y venir évidemment. Je vais juste expliquer rapidement du coup ce qu'est School-Lab et le contexte dans lequel on évolue. C'est pour que vous compreniez un petit peu, c'est un tout petit peu différent. Donc, déjà, ce qu'on fait au sein de School-Lab, c'est qu'on essaie de développer l'esprit collaboratif et entrepreneurial avec plein de parties prenantes différentes. Et en gros, il faut comprendre que sur ces dernières années, qu'est-ce qu'on a vécu au sein de School-Lab? On est passé de 5 à 100 employés, d'un chiffre d'affaires de 6 à 8 chiffres, on a fait une levée de fonds au début d'année de 10 millions. Bref, on a eu une grosse accélération et du coup, moi, je suis l'un des plus vieils employés de l'entreprise. La classe, je sais. Et donc, ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise. Voilà. Et donc voilà. Et donc en fait sur le sujet du management, en fait, nous au début il faut imaginer l'équipe, on est 4 ou 5, donc ça il y a 4 ans, hein. Donc on est 4 ou 5 et globalement on avait des grands principes. Donc l'un des principes c'était que School-Lab déjà c'est la somme des envies de chacun. Et donc ça veut dire que on sait pas faire du management, mais en tout cas ce qu'on sait faire c'est essayer de tirer le meilleur de chacun. Et donc par exemple, j'ai bien aimé un mot tout à l'heure, c'est ce qu'on ne sait pas faire, c'est de la gestion d'équipe, mais en fait, on fait du management très intuitif, et donc on essaye de prendre personne par personne, de bien comprendre en profondeur ce que les gens ont envie de faire, quels sont leurs talents, essayer de tirer le meilleur d'eux, etc. Donc on est parti vraiment d'une organisation comme ça, on était plutôt du coup du côté management d'équipe que du côté gestion d'équipe. Et puis avec la croissance, on a rencontré de plus en plus de soucis. Donc évidemment, après, on commence à avoir des équipes. Et puis pour structurer l'entreprise, eh ben, il faut qu'on mette du cadre. Donc le premier cadre qu'on a mis, c'était les valeurs. Donc on les a écrites pour dire, en gros, travailler à School-Lab, ça veut dire chercher certaines choses. Donc par exemple, la bienveillance, c'est un truc très important chez nous, fondamental même. La bienveillance, l'autonomie, la liberté dans les valeurs. Donc la liberté, c'est que, en gros, chacun est très responsable, mais est libre. Donc il n'y a aucun flicage, si je puis dire. Enfin, il y a une confiance incroyable. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut. Il a son périmètre qui est très clair. Il doit rendre à la fin de la journée un résultat, mais en gros, voilà. Un petit peu, on veut. Donc c'est vrai que dans l'univers start-up, la culture, les valeurs d'entreprise sont bien plus importantes que la stratégie. Même s'il y a de la stratégie, hein, mais c'est le socle. Ouais, le exactement. management s'appuie là-dessus. Exactement. Et enfin, c'est vraiment fondamental chez nous. C'est vraiment notre actif qu'on protège au quotidien. Et donc pour faire une toute petite transition avec Lomna, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est que l'expérience collaborateur au sein de School-Lab, elle est vraiment magnifique. Les gens sont très heureux, il n'y a pas de turnover, et on adore venir au boulot, etc. Simplement là, et du coup, on a aussi des collaborateurs qui sont très exigeants. Donc dès qu'il y a un petit problème, ça devient un énorme problème. Et donc là, il faut une DRH. Et là, il faut une DRH parce que les problèmes qu'on a eu récemment, c'était des problèmes du coup de cadre. Et c'était en gros dans toute cette liberté, dans toute cette expérience géniale, il fallait, peut-être qu'on peut appeler du coup la gestion, mais en tout cas, il fallait apprendre à manager. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait pas faire. D'accord. Alors Lobna, toi, tu as rejoint School-Lab il n'y a pas très longtemps.
quelques mois. Hein. Il y a 6 mois. Ouais. Et donc, c'est le premier poste de DRH chez School Lab. C'est une création de poste, Ouais. oui. Alors, quelle a été ta découverte justement sur cette culture School Lab et les enjeux du management chez School Lab? Je me suis beaucoup reconnue et je voulais la remercier pour la transition avec Isabelle de chez Renault, qui est passée d'un univers très industriel à un univers très flexible. Moi, je viens d'un univers très différent de l'écosystème des startups. Je travaille depuis 20 ans et j'ai principalement travaillé dans des filiales de grands groupes, donc avec des cultures d'entreprise très différentes et surtout beaucoup dans le retail. Et il y a 2 ans, il y a 4 ans, je me suis découverte une vraie sensibilité à l'innovation RH et j'avais une frustration dans l'univers retail où il n'y avait pas vraiment d'enjeu à ce niveau-là. Je me suis rapprochée de l'écosystème des startups et là, j'avoue que je fais un peu le grand écart avec beaucoup de plaisir. Et donc, j'ai rejoint le School Lab il y a 6 mois. C'est une entreprise. On n'est pas tout à fait une start-up, on n'est pas encore une PME, on est vraiment dans cet entre-deux. Et pour le coup, on est plutôt une structure hybride, parce que contrairement à d'autres start-up, nos fondateurs ne sont pas très jeunes. Ils ont entre 40 et 50 ans, donc c'est quand même une différence importante. On a également, en termes d'éléments différenciants, c'est qu'on a beaucoup de millennials. On travaille dans l'innovation, on accompagne les grands groupes dans ce type de projet. Et effectivement, le gros de notre population sont des millennials. Mais la croissance qu'on a eue depuis 2 ans a fait qu'on est aussi allé chercher des personnes plus seniors, parce qu'on avait besoin d'expertise pour accompagner nos entreprises grands groupes, mais parce qu'on avait aussi besoin d'accompagner nos équipes plus juniors vers plus de compétences, d'expertise, de cadre. Et l'autre particularité, c'est que sur le papier, on a une structure relativement pyramidale, parce qu'on a des fondateurs, des directeurs associés, des middle et des top managers. Ça, c'est sur le papier, parce qu'il faut quand même poser les choses. Mais dans les faits, on est plutôt une structure très horizontale, avec des process de décision très courts. Chacun sait à peu près jusqu'où il peut aller en termes de décision. Je vous donne juste un exemple. Première semaine où je suis arrivée, petit déjeuner d'équipe, quelqu'un prend la parole pour échanger sur un projet assez clé, assez structurant. Et je demande à une de mes collègues qui est à côté de moi, c'est qui? On me dit, c'est le stagiaire de machin. Et je trouvais ça très rigolo de se dire, voilà, les stagiaires d'abord ont le droit de citer, évidemment, mais surtout on les fait travailler sur des sujets clés. Ils prennent la parole et c'est vrai que on a vraiment ce credo des envies font les talents. Et on donne vraiment leur chance à tout le monde. Et quand on est dans l'innovation, forcément, le droit à l'erreur est important. Et ça fait vraiment le grand écart avec des univers dans lesquels j'ai été. Et juste pour finir là-dessus, Paul parlait de notre culture d'entreprise et de nos valeurs. Ce sont vraiment des socles fondamentaux. Et c'est ça aussi qui guide notre transformation managériale aujourd'hui. Oui, alors c'est intéressant parce que vous aussi, vous parlez de transformation managériale, alors que moi, au départ, quand on a commencé à échanger, je me suis dit, bon, il n'y a pas de transfo managériale. Donc, on va donner finalement le bon exemple de l'écosystème startup où, bon, ils ont des méthodes de management qui évoluent en continu. Et là, vous m'avez partagé justement ce projet de transfo managérial que vous êtes en train d'implémenter, mais un peu à l'inverse des partages qu'on a pu avoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu peux expliquer la démarche si tu veux? Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a nos collaborateurs sont exigeants sur leur expérience et en fait, il y a pas mal de petits sujets parfois qui font du bruit. Donc, par exemple, les sujets d'impact. Dès qu'on sent qu'on n'a pas assez d'impact, là, il y a tout le monde qui lève la main. Et il y en a un autre, c'était le management. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, du coup, c'est on est allé interviewer pas mal de collaborateurs pour savoir ce que voulaient dire ces problèmes de management, faire un petit diagnostic pour essayer de voir ce qui manquait en fait dans ce management. Déjà, on avait vraiment du mal à dire management, on disait coach. Parce que, on les appelle coach, parce que manager, ça fait petit chef et ça fait très très peur. Voilà, donc on n'aimait pas trop. Donc c'était coach, voilà, et donc coach, des fois c'était manager coach, des fois c'était manager, mais du coup,
c'était pas très bien reçu. Et en fait, du coup, dans ce diagnostic, dont on s'est rendu compte avec un petit peu de recul, c'est qu'en fait, il y a quand même un socle. Enfin, quand on est extérieur au truc, j'imagine que pour vous, c'est tout à fait classique, je veux dire, mais il y a quand même un socle très solide dans ce qu'est un manager. Par exemple, c'est quoi son périmètre et c'est quoi ses missions. Et en fait, nous, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, parce que on n'a jamais appris. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, en fait, c'est comme si on avait appris le niveau 2 du management avant le niveau 1, enfin, la base, quoi. Et donc, on fait des trucs qui sont géniaux, on implique énormément. Mais en fait, tout ce qui est la base, donc, par exemple, faire un bon feedback, même savoir son rôle. Enfin, du coup, moi, par exemple, je me retrouve à avoir une grosse équipe. Parfois, je ne sais pas trop en fait, ce que je dois faire. Enfin, c'est pas... Et donc en fait, mais ce qu'on voit, c'est que les gens, ça marche, quoi. Enfin, vraiment, notre force, c'est les gens. Ils sont heureux, ils sont impliqués, ils se donnent à fond. C'est l'envie. C'est l'envie. Mais en fait, il nous manquait cette base. J'enchaîne là-dessus, c'est que effectivement, Paul disait niveau 2, niveau 1. Nous, on fait une transformation un peu en sens inverse, dans le sens où les structures traditionnelles, je veux évidemment pas opposer grands groupes et start-up, parce qu'il y a des grands groupes qui fonctionnent en mode agile, effectivement, et des start-up qui sont très silotées. Les structures assez classiques veulent aujourd'hui désiloter, prendre des décisions évidemment plus rapidement, faire plus de bottom-up, enfin de prendre davantage en considération les retours des équipes, veulent être un peu moins dans le côté directif, contrôle, reporting. Et nous, on est dans un sens inverse où, au contraire, on a besoin de mettre un peu de cadre et d'aller un petit peu vers là. On parle de silos, on parle de bottom-up aujourd'hui. Nos équipes, que ce soit les millennials ou nos seniors. J'adore dire seniors chez nous parce que nos seniors, ils ont 35 ans. Hein. Bon, ça va jusqu'à 50, mais on a quand même une marge. Ils sont vraiment force de proposition. On a d'ailleurs développé des activités suite à des projets qui ont été proposés par des équipes chez nous. Mais malgré tout, aujourd'hui, on se dit la force du terrain, c'est essentiel. Mais il faut aussi redonner sa place et son pouvoir, entre guillemets, au manager. Alors déjà, je dis pouvoir, là, je me fais mal moi-même, parce que si je disais ça chez nous, je me ferais envoyer des tomates. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire parce que c'est très connoté. Que ce soit en start-up ou dans les autres structures, l'expérience collaborateur, elle est clé. Et c'est quelque chose sur lequel on tient vraiment à capitaliser, parce que c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous et c'est ce qui fait qu'ils restent. Parce que les faire venir, c'est bien. Les faire rester, c'est encore mieux. Les faire grandir, là, c'est le cherry on the cake. On y vient, là, mais là, on est en train de capitaliser sur les faire venir et les faire rester. Mais l'expérience collaborateur, on en parle beaucoup. On a du mal à voir ce qu'il y a dedans. On a fait un gros travail récemment avec les équipes pour savoir ce qu'eux mettaient dans l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme valeur ajoutée que leur offre le School Lab. 2 exemples. Ils ont une liberté absolue sur les horaires. Donc tout le monde est au forfait jour. Généralement, dans beaucoup de boîtes, même si on est au forfait jour, si à 10h vous n'êtes pas là, ça graisse un peu des dents. Si à 18h vous partez, on vous fait la petite blagounette bien sympa en mode « t'as pris ton après-midi ». Chez nous, il n'y a pas d'horaire. Les gens travaillent d'où ils veulent. Et ça, c'est inscrit dans notre ADN. Et je pense que le premier qui viendrait mettre un peu le doigt là-dedans se ferait un peu tirer les oreilles. Malgré tout, cette expérience collaborateur, elle ne peut être portée et elle ne peut être pérennisée et elle ne peut être optimisée qu'à travers l'expérience manager. Souvent, on a mis les managers dans des situations juste impossibles, d'injonctions paradoxales, de devoir annoncer des décisions auxquelles ils n'ont pas pris parti, qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Et nous, on est relativement loin de ça, mais malgré tout, on a un vrai travail à faire sur la partie structuration des basiques, apprendre à déléguer. Chez nous, on ne sait pas faire. À déléguer de façon efficace. On ne sait pas faire du feedback. Alors, tant que tout va bien, on est en capacité de dire well done, super, ce projet a bien fonctionné. Quand il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, on ne sait pas faire. Alors, du coup, souvent, on ne fait pas. Et quand on ne fait pas, les équipes ne savent pas là où elles sont bonnes ou là où elles ne sont pas bonnes. Et au bout de 6 mois, ils vous disent moi, tu me proposes quoi? Parce que là, c'est bon, j'ai fait le tour. Je veux avancer. Ouais, mais non, ça ne se passe pas comme ça.
Et au sujet de notre transformation managériale, on est parti du principe que nos managers étaient clés, comme les équipes évidemment, mais c'est eux qui sont porteurs. Je ne sais plus qui parlait de courroie de transmission tout à l'heure, c'est exactement ça. On est parti sur un plan en 3 étapes. Donc tout le constat et la démarche s'est faite en mode complètement collaborative sur ce qui fonctionnait, sur ce qui ne fonctionnait pas et sur ce qu'attendaient les équipes. Et là, on est sur 3 étapes. Vous me dites si je suis trop longue. Vas-y, finis tes 3 étapes. Voilà. Et ensuite, j'aurai une dernière question pour Paul. Super. Voilà. Du coup, la première, c'est de redéfinir tous ensemble qu'est-ce qu'un manager coach chez nous. C'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on attend d'eux et on ne sait pas comment ils doivent le faire. Donc, qu'est-ce que manager chez Schoolab en co-construction? Alors, on est dessus. On a un workshop vendredi avec une quinzaine de collaborateurs pour travailler là-dessus et définir clairement ce qu'on en attend et ce qu'on met dedans, en fait. Ouais. Ça, c'est la première étape. On est au tout début de notre process. La deuxième étape, c'est on travaille avec un organisme de formation qui nous accompagne effectivement sur le fait de former nos équipes. On a tenu à travailler avec quelqu'un qui avait l'habitude des univers de start-up. Et ce qu'on voulait éviter, c'est effectivement d'envoyer nos managers au vert pendant 3 jours. Ils auraient passé 3 jours super, ils seraient rentrés, il ne se serait rien passé. Du coup, on part vraiment sur une formation sur 6 mois, avec une demi-journée tous les 15 jours, 3 semaines, avec en fonction de chaque thématique des devoirs à faire avec un petit formateur virtuel qui viendrait faire des petits reminders de façon récurrente. Le troisième point qui est tout aussi important, c'est que cette transformation managériale, elle est globale, mais elle est aussi individuelle. Ça fait appel énormément à tout ce qui est développement personnel. Et ce sont des choses qui prennent du temps et qui engagent individuellement chaque manager. Et pour permettre d'ancrer les nouveaux apprentissages, on a mis à leur disposition une coach à résidence qui est déjà là, mais pour l'ensemble des collaborateurs. Là, on va focuser sa mission sur nos coachs. 1 journée par semaine, et nos coachs pourront aller la voir pour qu'elle puisse les aider à ancrer tous ces apprentissages. Donc le coaching pour ancrer individuellement. Alors Paul, pour conclure, parce que toi, finalement, il va falloir te challenger là, sur ta posture managériale. Qu'est-ce qui est dur finalement dans les choses qu'on doit faire bouger intérieurement en tant que manager? Du coup, moi, c'était très intuitif. Donc, d'où venaient mes capacités intuitives? C'était du monde du sport, beaucoup. Et donc, c'était vraiment l'équipe à 100%, essayer d'être très proche de tout le monde. Oui, donc ça, c'est ta zone de confort. Voilà. Et puis, du coup, ce qui est dur à faire, c'est trancher. Donc, quelqu'un qui vient, qui me dit « Ouais, j'aimerais bien faire ça, etc. » Plus tard... Et en fait, c'est pas forcément, franchement, c'est pas forcément dur. La question, c'est qu'est-ce qui est dur? C'est pas forcément dur. En fait, c'est même super agréable je dirais pas que c'est dur, je dirais que c'est agréable. C'est de comprendre en fait ce qu'est le rôle, parce que ce qui est dur, c'est de pas savoir en fait ce qu'on doit faire. Donc comprendre, c'est super agréable. Et je fais juste une toute petite parenthèse que je disais dans la préparation, c'est qu'en fait, ce qui est super agréable à Schoolab, c'est que vu que nous, moi je suis hyper légitime dans la boîte, vu que j'étais l'un des tout premiers et puis que j'ai fait mes classes, quoi. Mais du coup, les collaborateurs m'autorisent énormément le fait que, en fait, j'ai le droit d'être mauvais en management parce que en fait j'ai pas été formé à ça, etc. Donc en fait je peux le dire largement et tout le monde m'aide en fait à être bon. Et donc dès que j'essaye de trancher, tout le monde il y a Paul qui a essayé de trancher. Donc en fait on essaye de m'aider. Mais du coup ce que je vois de très intéressant, et ce que je disais dans la préparation, c'est que du coup j'ai plein de potes qui sont dans des grands groupes pour le coup, et à qui en fait quand je leur demande, du coup, vu que moi j'ai le droit d'être en échec, de leur dire, et toi, comment tu fais, etc. En fait, très vite, c'est j'en sais rien, quoi. C'est pareil, ils sont comme moi. En fait, c'est juste que pour eux, c'est beaucoup plus dur de le dire. Donc, moi, j'aime bien présenter le truc comme on est bon en niveau 2 et puis on n'est pas bon en niveau 1, en me disant que les autres structures le sont. Et en fait, je me pose la question. Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup pour votre témoignage.